Ça tue un peu ton truc. Quoi? Ah merde. La dernière fois, on s'est quitté sur un constat. S'engager, c'est être libre. Je vois plus la télé. Bah, tu regardes même pas? En tous les cas, c'est ce qui ressort de l'analyse des différents entretiens que nous avons réalisés, sans pour autant que la notion de liberté ait été clairement associée à l'engagement par les jeunes. Si on se reporte à la théorie développée par Kissler, dont on a déjà parlé, il n'y a rien d'étonnant à ce que la liberté soit au cœur de l'engagement. En effet, la plupart des théoriciens font du libre choix une condition nécessaire à l'engagement. Jules et Beauvois ont réalisé une expérience afin de prouver l'importance de la liberté dans l'engagement. Regardons ce que c'est. Un organisme de formation et d'insertion professionnelle à Marseille est désabusé face au taux d'absentéisme de leurs stagiaires. Les chercheurs ont alors, le premier jour de la formation, créé 2 groupes aléatoires de stagiaires. Les premiers stagiaires recevaient une consigne très stricte sur leur présence obligatoire à la formation, auquel cas ils ne seraient pas payés. Les autres stagiaires, donc le groupe numéro 2, quant à eux, recevaient une consigne plus souple qui leur permettait de venir ou non à la formation. Et ça, en fait, les formateurs leur ont dit, eh ben voilà, nous on considère que c'est à vous de voir si oui ou non vous voulez tirer profit de cette formation. D'un côté, si vous ne venez pas, vous ne serez pas payé. D'un autre côté, si vous venez pas, vous serez quand même payé. D'un autre côté, si vous êtes payé à revenir, vous n'allez pas venir non plus. Eh ben, détrompe-toi, papy. Le taux d'absentéisme fut le même. Et au moment du bilan final, 3 mois après la formation, 69% des stagiaires dits libres avaient trouvé un emploi contre 35% des stagiaires contraints. Quand une personne est déclarée libre de faire ou de ne pas faire quelque chose et qu'elle le fait, elle va se reconnaître dans cet acte et en assumer toute la signification. Selon la théorie de l'engagement, donc de Kessler toujours, ce sont nos actes qui nous engagent et non l'inverse. On ne chante pas parce qu'on est heureux parce qu'on chante, disait Eliette à Bécassis. Kessler nous dit aussi que l'on peut être engagé à différents degrés, que l'engagement peut être plus ou moins fort, et ça, une interviewée nous l'avait dit. Pour moi, il y a plusieurs degrés d'engagement en fait. Selon Kessler, il y aurait 5 facteurs d'engagement qui viennent moduler l'intensité du lien entre un individu et son engagement. Numéro 1, le sentiment de liberté lors de la réalisation de l'acte. Plus on est libre de choisir et plus on est engagé. Numéro 2, le caractère explicite de l'acte. Il sera plus engageant s'il est réalisé en public plutôt qu'en privé. Numéro 3, le caractère irrévocable. Un acte sera d'autant plus engageant lorsqu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Numéro 4, le nombre d'actes réalisés. On sera plus engagé lorsqu'il y a eu répétition de l'acte. Et enfin, numéro 5, l'importance de l'acte pour une personne. Plus une personne donnera du sens, de l'importance à son acte, plus il sera coûteux pour cette personne, plus cet acte sera engageant. Revenons à notre noyau central. Vous vous souvenez dans le 2e épisode. À côté du choix, on retrouvait le respect. Car oui, tout d'abord, l'engagement semble être un choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'engagement. Un choix qui, une fois librement pris, se doit d'être respecté. Je pense que c'est aussi de monter des choses et de s'y tenir, quoi. Ce qui n'est pas toujours facile. Pour moi, on devrait aller au bout de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a décidé de faire. Vous êtes contradictoires, les jeunes, là. On va savoir, l'engagement, ça dépend du libre choix ou d'une assiduité imposée? Bah oui, bien vu, papy. C'est là tout le paradoxe de l'engagement. Le petit Robert définit la liberté comme étant une situation où la personne n'est pas enfermée. Ou encore comme étant le pouvoir d'agir, la liberté de décision et d'action. Mais sommes-nous vraiment libres lorsque nous sommes engagés? Après oui, t'as certaines personnes, ils vont avoir un domaine précis, ils vont pas y avoir d'autres domaines, quoi. Ils vont être carrés, quoi. Ils vont dans leur truc et ils y vont avec des visières. J'ai toujours eu peur de la bascule engagement, fanatisme. L'extrémisme, quel qu'il soit, est effrayant parce qu'il est pas dans la discussion, dans la réflexion. C'est pour ça qu'il y a certains points où je ne m'exprime pas. Parce que j'estime que ça n'aboutit à rien, en fait. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a un parti pris, il n'en démordra pas. Donc voilà, c'est la limite de l'engagement. Pour moi, c'est la conviction. Et la conviction, je suis pas sûre que ce soit bénéfique. Parce que ça met des œillères sur plein de choses, quoi. Oh. C'est pourquoi une personne interrogée différencie l'engagement du militantisme. L'engagement, c'est ça aussi, c'est apprendre à être ouvert d'esprit, ce que j'étais pas avant. J'étais pas très ouvert d'esprit plus jeune, j'étais plutôt militante. Et tu vas au front et les autres ils font rien, mais on y va, sans trop réfléchir à ce que je faisais au final. Mais pourquoi certaines personnes engagées ou militantes deviennent-elles prisonnières de leur engagement?
Eh bien là aussi, la psychologie sociale a des réponses. En effet, il a été démontré que l'engagement rend plus résistant aux contre-propagandes, aux attaques et aux agressions idéologiques en tout genre. Mais encore, peut-il arriver que les défenses mises en œuvre par les individus pour résister se traduisent par une extrémisation de leur opinion initiale ? Ce phénomène est d'autant plus important dans le champ du combat politique ou de la lutte idéologique. Par exemple, une argumentation antiraciste a pour effet de rendre une personne raciste, pour peu qu'elle soit engagée, encore plus raciste. Mais comment expliquer cela ? Pléthore de théories en psychologie sociale éclairent ce type de phénomène. On parle par exemple de l'escalade de l'engagement. Quand on prend une décision, on a tendance à prendre les suivantes, de telle sorte à ce qu'elle valide la première. Même si parfois on sait très bien au fond de nous que la première décision, c'était pas la bonne. C'est notre besoin de cohérence interne. On s'est engagé personnellement et on a du mal à revenir en arrière. C'est parce que t'es borné, Lola, tu veux jamais admettre que t'as tort. Mais non, c'est pas que moi, papy, c'est un mécanisme de défense que nous sommes toutes et tous susceptibles de mettre en œuvre. C'est notre façon plutôt irrationnelle de protéger notre identité sociale et notre estime de soi. Et ça, c'est plutôt rationnel. Pour comprendre ce besoin de consistance et de cohérence, tu peux aller regarder les travaux de Heider. Mais on peut aussi s'intéresser aux travaux de Festinger avec sa théorie sur la dissonance cognitive. Mais là, j'ai plus le temps. On voit ça dans le prochain épisode lorsqu'on parlera de la personne engagée. Là, tu nous la joues chez Hazard.